Fabrice a réussi à arriver. Céline Masse, Pierre Ferracci, Emmanuel Malcaz-Doublé, Iris Knobloch, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Je vous ai vu tenter de frayer le chemin. Applaudissez nos intervenants qui arrivent enfin nous rejoindre. Applaudissez-les, s'il vous plaît, nos nouveaux intervenants. Pierre Ferracci, le président du groupe Alpha. Iris Knobloch, la présidente du Festival de Cannes. Emmanuel Malcaz-Doublé, directrice générale du PMU. Céline Masse, qui est la présidente d'ONU France Femmes, Femmes France, pardon. Membre du Haut Conseil à l'égalité, notamment. Autour de l'excellent Fabrice Lundy. Mesdames et messieurs, je vais vous inviter à un peu de silence, s'il vous plaît. Si ce n'est pour vous, au moins pour respecter vos voisins qui, eux, peut-être, veulent assister au débat. Donc, ne serait-ce que pour vos voisins, merci de faire silence et d'accueillir nos intervenants. Cher Fabrice. Merci, mon cher Nicolas, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le jour où la journée internationale des femmes n'existera plus, le fameux 8 mars. On en rêve, évidemment. Alors même si depuis les années 70, la situation des femmes dans le monde s'est considérablement améliorée, hein, les femmes ont conquis beaucoup de droits, il reste évidemment encore de nombreux combats à mener ici et ailleurs. Que voit-on en effet encore aujourd'hui, en 2023, 2 ans après l'arrivée des talibans en Afghanistan? Les femmes n'ont pas le droit d'étudier, les femmes n'ont pas le droit d'exercer certains métiers. En Iran, premier anniversaire évidemment de la répression évidemment contre les manifestations pour le droit des femmes, bien sûr. Mais on parle de l'Iran, on parle de l'Afghanistan. Regardons ce qui se passe aussi aux États-Unis avec le droit à l'avortement qui est remis en cause sur notre propre continent, aussi en Pologne, bien sûr. Il y a également un certain nombre d'inégalités économiques. Selon l'ONU, les femmes produisent les 2/3 des richesses de la planète, mais elles ne reçoivent que 10% des revenus mondiaux. Et les postes les plus prestigieux, souvent dans le monde, ne sont pas réservés aux femmes, mais aux hommes, malheureusement. Le 8 mars, d'ailleurs, ONU Femmes lançait l'alerte. Au rythme actuel, il faudra près de 300 ans pour atteindre l'égalité de genre. Et l'Europe et la France ne sont pas en reste. Oui, on a une femme première ministre qui était ici à cette place, et hier après-midi, bien sûr. On a 2 responsables syndicales à la tête de grandes organisations comme la CGT, la CFDT, mais seulement 3 boîtes du CAC 40, vous les connaissez, c'est Orange, c'est Veolia bien sûr et Engie. Puis il n'y a pas encore assez de femmes dirigeantes ou créatrices d'entreprises, même si le nombre de femmes augmente bien sûr. Et pourtant, elles sont souvent très performantes. Alors, on va en parler évidemment, le 8 mars, on en rêve tous, évidemment. On est avec Iris Knobloch, avec nous, présidente du Festival de Cannes, première femme présidente du Festival de Cannes depuis 75 ans. À mes côtés, on l'applaudit, mesdames, messieurs. Longue carrière chez Warner. Vous êtes aussi présidente de Deezer également, Iris. À mes côtés, Emmanuel Malcaz-Doublé, la directrice générale du PMU. Et là aussi, c'est une première. Première femme à la tête du PMU depuis 100 ans d'existence. Vous connaissez l'endroit où on est ici Je suis un peu à la maison aujourd'hui, donc c'est assez agréable. Elle est à Casa, à la maison. Voilà, Longchamp, l'hippodrome de Longchamp. Céline Masse est avec nous. Bonjour Céline. Présidente de ONU Femmes France, membre du Haut Conseil à l'égalité. Vous êtes entrepreneur et puis le seul homme, en tout cas parmi les intervenants, c'est Pierre Ferracci qui est avec nous. Pierre Ferracci, président du groupe Alpha, qui est un groupe de conseil, d'expertise sur tous les terrains que sont l'environnement, le droit social, les enjeux économiques. Et puis, on parlera peut-être des femmes dans le foot. 10 jours après la Coupe du Monde de football, puisque Pierre Ferracci est le président du club de football Paris FC, très en pointe dans le foot féminin. Céline Masse, l'état des lieux dans le monde, je le disais, j'ai cité l'Afghanistan, j'ai cité l'Iran, on pourrait citer évidemment d'autres pays. Est-ce qu'il y a une régression ou pas de la situation du droit des femmes ? Oui, bonjour à toutes et tous et merci de votre invitation. Évidemment, il y a une régression des droits des femmes dans le monde. Elle s'est accentuée avec le Covid et si je devais essayer de résumer pour vous un peu ce qui nous inquiète, les menaces, mais les menaces qui sont aussi des opportunités, parce que quand on s'engage pour cette cause, on doit être d'un optimisme rayonnant, parce que c'est une cause difficile. La première menace, c'est les crises systémiques, le fameux signe noir du sociologue Taleb américain. On a enchaîné quand même le Covid, on a une situation au Congo qui est dramatique pour les femmes,
Congo du Sud notamment, et Denis Mukwege, que j'ai rencontré plusieurs fois, peut en parler très bien. C'est le médecin qui répare, entre guillemets, les femmes qui ont été violées, malheureusement. Extraordinaire homme, bienfaiteur de l'humanité. Prix Nobel. Voilà, on a eu la guerre en Ukraine, on a la tension sur les matières premières. C'est une période très très compliquée. Et donc dans les périodes compliquées, dans l'histoire, il est très clair que les droits des femmes régressent, les droits des enfants aussi. On a des variables d'ajustement, donc ça c'est inquiétant. Et en même temps, c'est le moment de trouver de nouvelles solutions. Deuxième axe de ce panorama mondial, c'est le backlash. Le backlash, c'est ce mouvement qui fait que quand on a des activistes qui s'engagent pour les droits, on a toujours en face un mouvement qui essaie de contrer. Et donc on a la montée de certains fondamentalismes politiques, religieux, des haters. Aujourd'hui, il faut savoir que l'engagement pour les droits des femmes, ça coûte. Ça coûte en France parce qu'on est poursuivi sur les réseaux sociaux, on est menacé, sa famille, mais ça coûte évidemment dans d'autres pays, ça coûte la vie des gens. Et quand même, allez-y. Je disais, pardon, vous avez l'impression qu'il y a un revirement conservateur. Je citais les islamistes, évidemment, afghans, les ultras en Iran, mais je citais également les États-Unis. Je citais aussi la Pologne, avec les restrictions sur l'accès à l'IVG. Bien sûr. Alors les droits sexuels et reproductifs, ça a toujours été un combat de longue date, parce que quand on maîtrise son corps et qu'on est libre d'agir avec son corps, on a d'une certaine manière une liberté fondamentale. Et ce que je voudrais dire là qui est essentiel, c'est qu'on ne doit pas avoir de stéréotypes. Il n'y a pas d'un côté les pays éclairés des droits des femmes et de l'autre les archaïques, les anciens. Les États-Unis sont un pays où aujourd'hui il y a des menaces réelles sur le corps des femmes, sur leur liberté à disposer d'elles-mêmes. Décisions d'ailleurs qui sont prises par des hommes essentiellement. Petite remarque. Et troisième point sur lequel je veux insister qui est important parce que c'est plus subtil et on en parle moins, c'est le fait qu'aujourd'hui on a des sujets comme le climat qui peuvent être perçus comme des sujets qui finalement périphérisent le droit des femmes. C'est-à-dire le climat c'est plus important parce que c'est notre civilisation qui est en jeu. Et donc on va se dire que le droit des femmes finalement c'est plus accessoire. Or c'est une erreur à double titre. Et surtout stratégique parce que l'égalité, ça crée du progrès. Ça crée de la performance, on va en reparler, et ça crée une lutte contre le changement climatique plus efficace. Donc ne nous auto-sabotons pas dans ces enjeux du XXIe siècle qui sont quand même très compliqués. Et Céline, ce qu'il faut dire, c'est que tous ces coups de canif aux droits des femmes que vous avez très bien décrits il y a quelques instants se doublent également d'inégalités économiques dans le monde entier. Bien sûr, inégalité économique, c'est le nerf de la guerre. Les femmes représentent une très grande partie de ce qu'on appelle l'économie informelle, donc non rémunérée. Elles ont perdu des emplois pendant le Covid et le taux d'emploi des femmes n'est pas revenu au même niveau que celui des hommes. Donc évidemment que c'est un sujet. C'est d'autant plus un sujet que, comme je le disais sur le climat, plus de femmes dans les entreprises à des hauts niveaux, ça a été prouvé par bon nombre d'études, c'est plus de performance, entre 25 et 28%. Donc ne nous en privons pas et surtout travaillons ensemble avec les hommes, parce que pour moi, être engagé pour les droits des femmes, c'est être engagé pour la société et c'est être avec les hommes pour un monde meilleur. Être engagé pour le droit des femmes. Iris Knobloch, que vous présidez le Festival de Cannes, et ces dernières années, vous avez reçu des actrices, des réalisatrices venues d'Iran, venues d'Afghanistan. C'est important pour vous justement de les accompagner sur ce terrain de la culture. Très important. Le Festival de Cannes a été créé en 1939 et a eu lieu pour la première fois en 1946. C'est vraiment un symbole de la liberté et de la paix et de la liberté d'expression. Pour le festival, c'est une responsabilité de montrer des films qui parlent des injustices. Et d'ailleurs, en 2022, on a présenté un film et la cinéaste a gagné le meilleur prix d'interprétation qui s'appelle Les Nus de Maché. Et ça parlait d'une vie d'une journaliste qui se battait en Iran contre le sexisme. C'est vraiment le rôle du festival de recevoir toutes les nationalités et toutes les sensibilités. Et ces cinéastes viennent pour raconter le monde tel qu'ils le voient. Et ils espèrent entrer dans la conscience collective. Et ce qu'on nous, on peut leur donner, c'est la visibilité pour leur histoire. Alors c'est un rôle très important du Festival de Cannes. Pierre Ferracci, le cinéma, vecteur de visibilité, le football aussi, vecteur de visibilité pour les femmes. Il y a 10 jours se terminait donc en Australie la Coupe du monde de football.
C'est même terminé avec un incident qui concerne un pays à nos frontières, justement un incident sexiste, totalement scandaleux. Hein. Évidemment, je parle de l'entraîneur de l'Espagne. Le problème du football, c'est que c'est le sport le plus populaire de la planète. Et c'est souvent un miroir un peu déformé, un peu exacerbé de ce qui se passe dans la société, avec les meilleures choses, l'émulation, le sport, le dépassement de soi, et puis les pires, les plus conservatrices. Alors si on prend le problème qui nous occupe aujourd'hui, il y a cet imbécile de président de la Fédération espagnole qui est mis hors jeu aujourd'hui, fort heureusement. Enfin, ça a mis un peu de temps quand même. Tardivement, oui. Il a réussi à faire applaudir par l'Assemblée Générale de la Fédération avant que tout le monde revienne en arrière. Heureusement que la FIFA d'un côté et le gouvernement espagnol ont pris leur responsabilité parce que c'était tellement caricatural que ça étonnait tout le monde. Et le football, c'est intéressant aussi parce que c'est un secteur économique qui va devoir évoluer dans la gestion de son modèle. On va parler pas mal de rémunération homme-femme. Tout à l'heure, ouais. C'est sans doute le secteur où les écarts sont là et sont durablement là s'il n'y a pas des initiatives un peu hardies qui sont prises. Dans mon petit club de Ligue 2, et c'est pire en Ligue 1, le rapport entre le salaire moyen ou médian, d'ailleurs c'est à peu près la même chose, des femmes et celui des hommes, est de 1,6. 1,6. Alors on dira que ce n'est pas le même championnat, ce n'est pas le même terrain de jeu, mais c'est le même métier. Et comme on est en train de professionnaliser le sport féminin, le football féminin, puisqu'il y a la création d'une ligue de football féminine, il va bien falloir avancer de ce côté-là. Les États-Unis ont fait un pas en avant, mais qui ne concerne pas les clubs, donc les entreprises qui occupent le terrain du football, qui concerne l'équipe nationale, puisqu'ils ont décidé, à l'occasion de la dernière Coupe du Monde, d'accorder les mêmes primes aux hommes et aux femmes. Révolutionnaire. Et les femmes en ont eu plus que les hommes, parce que le football féminin se porte mieux que le football masculin, mais ça c'est un autre sujet. Et si on parle du football, il y a un autre enjeu que j'évoque comme ça, parce qu'il fait partie aussi de la façon de faire bouger les lignes. La loi sur le sport va transformer la gouvernance des fédérations sportives, et on va passer par exemple à un COMEX dans la Fédération française de football de 28. Et l'égalité est obligatoire, il y aura 14 femmes et 14 hommes. Le seul problème, c'est qu'il y a 9% des licenciés féminines pour 91% de licenciés masculins. Je parle à la fois des joueurs et des joueuses et des joueurs, et puis du personnel administratif. Donc, est-ce que c'est la bonne solution de faire bouger les lignes du haut si on ne transforme pas la ligne du bas? Ça peut être aussi le miroir aux alouettes qui fait qu'au bout de quelques années, on s'aperçoit que rien n'a bougé sur le terrain. Et en même temps, est-ce qu'il y a des bonnes solutions? On en reparlera à propos des quotas. En même temps, c'est un peu comme l'index, avec toutes les limites. Il vaut mieux de temps en temps jouer la parité au niveau de la gouvernance pour obliger quand même à bouger. Provoquer, voilà un peu. J'évoque des limites, mais en même temps, je me dis que c'est le passage obligé pour transformer un petit peu le secteur en question. Alors, avant qu'on parle justement des femmes dans l'entreprise, en France, juste encore un mot, qu'on poursuive et qu'on termine notre état des lieux. Céline Masse, on évoquait les questions de sexisme. Le sexisme en France, important, et qui se double aussi d'impact sur la santé des femmes. Oui, bien sûr, la France n'échappe pas à ces questions-là. Pour vous donner un chiffre du dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, 40% des 25-34 ans en France, parmi les 25-34 ans en France, soyons précis, 40% pensent que pour se faire respecter, on peut faire appel à la violence dans son couple. Et le rapport est sorti l'année dernière. Donc il y a en France encore un sexisme qui est très culturel, très ancré, mais qui évolue. Et je remercie aussi ici toutes les chefs et chefs d'entreprise qui s'engagent. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'engagent aujourd'hui et leur engagement est fondamental. On a vraiment besoin de vous. Il y a encore la question des violences qui est énorme, les féminicides aussi. Et la France au niveau européen, je sais que c'est un sujet qui nous intéressait, plutôt bien placé. La France est bien placée en Europe. Plutôt bien placé. Ouais. En Europe, pareil, pas de stéréotypes. C'est le clair-obscur, c'est-à-dire que dans le Gender Equality Index, qui est l'index qui vraiment mesure l'égalité en Europe, on a un écart de 30 points entre le pays le plus égalitaire qui est la Suède et le pays le moins égalitaire qui est la Grèce. Et la France est à 75, donc plutôt bien noté. Et si je devais faire simple, sur le plan économique, la France a beaucoup progressé ces dernières années avec la loi Eriksen, la loi Copé-Zimmermann. En revanche, sur le plan des violences et des mœurs, on est encore assez en retard.
Alors, les femmes dans les entreprises françaises, et c'est important évidemment d'en parler ici dans ce cénacle de la REF, ici à l'hippodrome de Longchamp, organisé par le MEDEF, est-ce que les femmes sont suffisamment présentes dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a assez de dirigeantes, de créatrices d'entreprises, de femmes ingénieurs, de femmes dans la tech? Emmanuelle Malcaz-Doublet, je le disais, vous êtes la première directrice générale du PMU. Vous êtes arrivée donc l'année dernière donc à votre poste. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un exemple ou une pionnière ou pas du tout? Alors, d'abord, je voudrais commencer par une anecdote personnelle. Il y a quelques semaines, j'intervenais dans un débat économique et il se trouve que le présentateur m'a introduite en tant que jeune femme dirigeante. Alors, c'est vrai que j'étais la seule femme au milieu de cette personne, mais là n'est pas du tout le sujet. Et mon sujet personnel, c'est pas la question. En revanche, mettez-vous à la place des jeunes filles, des femmes qui rentrent dans la vie active et qui se disent dans 15-20 ans, on va continuer à m'introduire par mon sexe et par mon âge, c'est-à-dire une jeune femme, alors que dans le panel, les hommes étaient introduits par leur titre et leur carrière. Et ça, c'est très important, parce que moi, je pense que pour parvenir à l'égalité homme-femme, il faut que les femmes aient confiance en elles. C'est le nerf de la guerre. Et pour ça, il faut que la société et les entreprises agissent. Je vais vous donner un exemple. Au PMU, on recrute en ce moment, en 2023, là, on a pour objectif de recruter 100 personnes dans la tech. Et sur ces 100 personnes, il se trouve que seulement 20% de femmes sont candidates. Donc ça montre clairement qu'il y a un problème de société. Et là, je vais prendre ma casquette que j'assume de la nouvelle génération. Et honnêtement, j'ai un peu l'impression qu'on entend les mêmes promesses depuis 15-20 ans. Et je pense vraiment que c'est notre rôle en tant que dirigeant d'entreprise d'apporter des actions concrètes, voire de la régulation, de la réglementation, mais qu'il faut en passer par là parce qu'il faut qu'on aille plus vite, qu'on tienne nos promesses. J'aimerais bien qu'on se donne rendez-vous dans 5 ans ici à Longchamp, qu'on puisse se dire, dans toutes les entreprises, sur tous les jobs, on a 50% de femmes qui postulent. Mais quand je vous demandais, est-ce que vous avez l'impression d'être une pionnière, qu'est-ce qui fait que vous êtes la première, ou j'ai envie de dire, à contrario, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu de femmes avant donc votre arrivée, Emmanuelle? C'est 100 ans d'existence, je le disais, le PMU. Alors, les modèles et les exemples, c'est très bien, mais je pense que c'est un peu dangereux, parce qu'on peut se dire, je suis un exemple, c'est bien, et du coup, on pourrait se reposer sur nos lauriers. Moi, encore une fois, je pense que c'est la confiance. Je vais vous donner un article, ce week-end, c'est pas plus tard qu'avant-hier, j'ai lu dans les Échos un article, c'était une étude de l'éducation nationale. Et l'étude, c'était très simple, ça posait la question aux jeunes filles et jeunes garçons qui vont rentrer à l'école, avez-vous confiance dans le fait de rentrer à l'école? Question toute bête. Il se trouve qu'il y avait 20 points d'écart de confiance entre les filles et les garçons. Et cette même étude posait une deuxième question. C'était sur un test de mathématiques à l'école, et il posait la question, avez-vous réussi le test de maths? Et il se trouve qu'il y avait là encore quasi 20 points d'écart de confiance pour exactement les mêmes résultats. Comment vous l'expliquez? Je pense que c'est le rôle de la société. Il faut qu'on arrive à donner plus confiance dans le fait qu'on peut réussir en étant une femme et en ayant des enfants. On peut réussir dans un milieu masculin. Il faut que les femmes aient confiance dans le management et dans les lois. Et je pense que c'est vraiment là que se jouent beaucoup de choses. Iris Knobloch, là aussi, même question. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu de présidente avant vous en 75 ans d'existence du Festival de Cannes? Je suis d'accord, c'est assez étonnant. Moi, je suis convaincue qu'il faut probablement passer, dans certains cas, par des quotas, pas dans l'entreprise privée, mais j'étais très dubitative pour le quota dans les conseils d'administration, mais je crois que ça impose quand même, et ça apprend aux dirigeants que les femmes puissent apporter d'autres valeurs que les femmes. C'est toujours très compliqué pour une femme parce que si vous êtes la première femme nommée, on vous dit « Ah, vous êtes là parce que vous êtes une femme ». Mais malheureusement, je crois qu'il faut qu'on continue le comptage jusqu'à ça sera plus utile. Ça sera le jour où on n'aura plus le jour international du monde de femmes. Et je crois dans les entreprises, moi je vais travailler pour 25 ans pour une entreprise américaine. Warner. Le plafond de verre aux États-Unis est clairement plus haut qu'en Europe. Je crois que l'Europe est encore plus machiste. Il y a des hiérarchies qui sont beaucoup plus rigides.
il n'y a pas assez de femmes dans des postes dirigeantes qui poussent les femmes et qui encouragent les femmes et qui aussi encouragent les femmes à dire ce qu'ils veulent comme prochain job, que peut-être ils veulent plus de salaire. Et je crois aussi aux États-Unis, il y a aujourd'hui une partie de la rémunération qui est souvent liée à la promotion de la diversité. Et je crois que c'est juste ces actions concrètes, malheureusement, qui amènent à des résultats. Pierre Ferracci, justement, ces quotas. On a parlé de la loi Copé-Zimmermann qui remonte à une quinzaine d'années. Il y a en Europe également une directive européenne qui va imposer 1/3 de femmes dans les conseils d'administration à échéance 2026. C'est une fausse bonne idée ou c'est une façon quelque part de provoquer, d'ouvrir un petit peu les consciences, finalement d'avancer? Alors peut-être pas comme on aurait voulu dès le départ, peut-être pas de bonne solution, mais bon, finalement, il fallait les faire ces quotas. La personne qui va me succéder à la tête du groupe Alpha est une femme, mais si elle était là hier, elle m'en voudrait beaucoup de présenter des choses comme ça. Oui. Et le COMEX du groupe Alpha, qui n'est pas à côté au CAC 40, bien sûr, il y a 4 femmes et 3 hommes. Donc, je pense qu'il faut à la fois avancer sur le terrain par des initiatives concrètes et les entreprises commencent à le faire. Et puis malheureusement, je dis malheureusement parce que le problème est très profond sur le plan culturel, sur le plan aussi des équilibres entre la vie professionnelle et la vie privée. Il y a eu des progrès qui ont été faits, mais enfin, il y a encore des tâches qui sont dévolues malheureusement aux femmes assez régulièrement et qui les empêchent de prendre plus de responsabilités telles que fonctionnent les entreprises. Elles pourraient fonctionner autrement, par ailleurs. Donc il faut des lois, il faut des quotas. Moi, j'étais assez réservé sur les quotas, j'étais assez réservé sur l'index de Marlène Schiappa, l'index égalité professionnelle. Et puis ça sert quand même à faire bouger les lignes. Avec toutes les insuffisances, et l'index en a beaucoup, notamment d'ailleurs sur les rémunérations, je pense qu'il ne prend pas du tout en compte la vraie réalité des entreprises, mais ça oblige les entreprises à bouger. Et on est tous amenés à bouger, et les hommes autant que les femmes. Moi, je suis assez d'accord avec Emmanuel. Il y a un problème de confiance qui les regarde, mais qui regarde aussi les hommes. La confiance, ça se travaille aussi collectivement. Après, tout le monde sait qu'il n'y a pas de raison que les qualités managériales des femmes ne soient pas équivalentes à celles des hommes. Elles peuvent être différentes, on le sait très bien, mais on le voit bien dans certaines circonstances difficiles. La performance économique, la performance sociale, la performance durable, elle est au rendez-vous avec une femme à la tête d'une entreprise. Parfois supérieure, on en reparlera, mais juste Pierre Ferracci, au moment où on parle de tous les enjeux de transformation qui concernent les entreprises, et vous conseillez, vous avec le groupe Alpha, un certain nombre d'entreprises, on parle évidemment de toutes ces priorités en faveur de l'environnement, du digital, etc. La féminisation des emplois, l'égalité entre hommes et femmes, ça fait partie aussi des enjeux fondamentaux sur lesquels les boîtes doivent travailler? Bien sûr. D'abord, c'est dans la marque employeur une chose à laquelle les jeunes générations accordent beaucoup d'importance. Ils regardent tout ça, le développement durable, le regard éthique qu'ils jettent sur l'entreprise. La place des femmes en fait partie. Donc, dans la gouvernance des entreprises aussi, il faut bouger. Parfois, il faut aller au-delà de la loi quand on le peut, et systématiquement, encore une fois, quand on le peut, il faut le faire. Et ensuite, dans la pratique des entreprises, il faut expérimenter des choses extrêmement concrètes. Bon, c'est Emmanuel qui disait que dans sa gestion, dans son management au PMU, elle évitait les réunions avant 8h30 ou 9h, je ne sais pas. C'est ça, Emmanuel, il n'y a pas de réunion avant 9h et les réunions après 19h. Vous allez nous le redire. Ouais. Bon, même dans un secteur comme le nôtre, l'audit et le conseil, qui est assez féminisé, il y a des mesures de ce type qui sont bonnes à prendre. Parce qu'on a beau dire que ça change aussi dans la vie privée et que les pères jouent un rôle un peu plus important qu'avant dans l'éducation, dans les tâches ménagères, ça ne change pas aussi vite que ça. Donc il faut que ça bouge des deux côtés. Et avec les lois, avec les quotas, avec les index et avec surtout l'initiative des chefs d'entreprise, je pense qu'on va avancer. Ce que disait Céline, c'est qu'on n'est pas si mal placé. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les exigences sociétales vont beaucoup plus loin et qu'on ne peut pas se contenter de dire on fait mieux que la Grèce, quoi. Donc il faut aller beaucoup plus loin. Et on le sait beaucoup plus vite avec les réseaux, etc. Ça parle. Oui, Emmanuel Malcaz-Doublet, donc à la tête du PMU, il y a des causes que justement vous voulez porter, vous en tant que dirigeante, des nouvelles pratiques que vous avez mises en place en tant que dirigeante du PMU dans cette vieille institution française?
Oui, alors déjà, je voudrais dire, avant de répondre à votre question au PMU, dire que les quotas, je suis favorable parce que je pense qu'il faut passer par là, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut plus de mesures concrètes. Je vais vous donner quelques-unes et je vais commencer par le congé parental. Moi, je crois beaucoup au congé parental. Je pense qu'il faut s'inspirer de pays comme la Suède, où vous avez 400 jours. À la limite, peu importe le nombre de jours. Mais ce qui est important, c'est que ça peut être partagé entre l'homme ou la femme indifféremment. Donc, en fonction du niveau de carrière, du moment de la carrière de l'homme ou la femme, c'est l'homme ou la femme qui va s'occuper du bébé. C'est très bien pour la femme, puisqu'elle ça lui permet de gérer sa carrière en accord avec son conjoint. Et c'est aussi déterminant pour éviter la discrimination à l'embauche. C'est-à-dire que ce jour-là, quand on embauchera quelqu'un de 30 ans, peu importe si c'est un homme ou une femme, il pourra prendre du temps avec le bébé, mais il n'y aura pas cette discrimination vis-à-vis des femmes. Donc, c'est un exemple de mesure auquel je crois beaucoup, c'est congé parental plutôt que congé maternité, qui pour moi, le terme de maternité même est biaisé. Deuxième exemple concret, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord ici, mais je pense que ça serait bien de conditionner certaines aides ou subventions par rapport à justement ces égalités hommes-femmes, ces index d'égalité, Pierre en a parlé, qui ont été mis en place. C'est ce que recommandait le Haut Conseil à l'égalité en 2022 quand il intitulait son rapport « Pas d'argent public sans égalité ». Et ça aussi, je pense que ça ferait avancer les choses. Pardon, y compris au niveau du financement privé, est-ce qu'une banque pourrait se dire, tiens, avant que je vous donne de l'argent, je vais regarder un petit peu plus comment les femmes sont traitées par rapport aux hommes? Pourquoi pas? Il y en a qui le font sur des indices de développement durable aujourd'hui. Totalement. Donc pourquoi pas le faire sur des indices d'égalité hommes-femmes? D'accord. On peut aussi une autre mesure, c'est plus de transparence. Alors aujourd'hui, les entreprises du CAC 40 et du SBF sont obligées de communiquer sur ces indices d'égalité, mais je pense que les entreprises gagneraient à le faire. Alors Pierre par exemple le fait, et je pense que ça doit être davantage être fait, pas seulement pour la marque employeur, même si c'est pour la marque employeur en partie, mais aussi là encore une fois pour donner envie aux femmes de rejoindre des entreprises et leur donner confiance dans la capacité à réussir. Voilà, pour répondre à votre question, alors sur les pratiques que vous avez mises en place, vous, voilà, au PMU, je vais citer quelques mesures. Par exemple, j'ai mis en place un programme de formation pour toutes les femmes qui deviennent managers au PMU, donc qui prennent un poste à responsabilité ou qui viennent de l'extérieur. Il y a un programme leadership au féminin, voilà, pour les aider dans les prises de parole, s'affirmer, gérer leur vie perso, leur vie pro, parce que je pense que vraiment l'égalité dans la sphère privée viendra de l'égalité au travail. En fait, c'est quand on arrivera à se défaire de ce vieux schéma, les femmes s'occupent de la maison et les hommes ramènent le revenu, qu'on arrivera à une égalité. Donc je pense que l'entreprise a un rôle à jouer. Donc j'ai mis en place ces formations. J'ai mis en place aussi des mesures pour accompagner le retour de congé maternité, parce que c'est important dans les carrières d'une femme. Et dernier exemple, dans les recrutements, dans les shortlists, quel que soit le poste, on s'assure d'avoir parité entre les hommes et les femmes. Céline Masse. Oui, merci. J'avais 3 rebonds. D'abord, c'est vrai que les quotas, c'est philosophiquement questionnant, mais c'est redoutablement efficace. À un moment donné, personne n'a envie d'avoir un quota pour être promu. Mais la réalité, c'est qu'en France, les quotas et dans d'autres pays ont fait avancer la cause. Et le sujet, deuxième rebond, je trouvais très intéressant ce qu'a dit Pierre sur la confiance, c'est aussi, ça se construit collectivement. Parce que le risque de dire sans arrêt les femmes n'ont pas confiance en elles, moi j'en parle avec beaucoup de journalistes, ils me disent, tu comprends, je trouve pas de femmes pour aller en plateau. Non, il y en a, on en trouve. Mais c'est vrai que la confiance, c'est pas d'accuser les femmes de ne pas avoir confiance, c'est de créer des environnements professionnels. Et nous, on a des partenaires, on accompagne beaucoup d'entreprises qui favorisent ce dialogue, cette confiance, cette émulation, cette performance. Et troisième point important, je trouve que c'est important ce que vous disiez aussi, Emmanuel, sur la notion de test. C'est-à-dire qu'on peut tester des mesures concrètes, on les mesure, on évalue, ça marche, on reprend. On n'est pas obligé de se dire, pour toujours, déclarons qu'on va faire cela, on teste. Et pardon, juste un point aussi, l'égaconditionnalité donc du Haut Conseil à l'égalité, c'est le fait de dire pour une association qui est sexiste, on ne donne pas d'argent public. Mais c'est valable sur d'autres sujets, d'ailleurs, que le sexisme. Ouais. Sur la notion de confiance, on a parlé des femmes dans l'entreprise, les femmes créatrices d'entreprises aussi, très intéressant aussi, parce que c'est quoi l'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin en France aujourd'hui? C'est quoi les caractéristiques des entrepreneurs ES? Est-ce qu'il y a des nouveaux des freins qui peuvent les empêcher d'être performantes? Selon l'index Women Equity, que dit-on? Les femmes sont confrontées à beaucoup d'obstacles, mais elles surperforment financièrement depuis 10 ans dans les PME, les ETI, et malgré cette surperformance économique, les dirigeantes lèvent
moins de fonds. Là, on revient sur cette notion de confiance, Céline Masse. Oui, alors il y a la confiance, bien sûr, et c'est vrai qu'il y a eu des études, même d'Harvard, qui montrent que les femmes surperforment ou que les équipes mixtes, intéressant, surperforment. Il y a la confiance, il y a le fait que les fonds d'investissement ont encore une culture qui est très classique, on va dire, mais ça évolue. Il y a des fonds, de plus en plus de fonds qui sont, comme on dit, gender sensitive. Oui, mais ça, c'est les fonds d'investissement. Mais est-ce que les femmes, moi, j'ai eu plusieurs témoignages, justement, lorsque j'accompagne sur des salons, des meetings comme celui-là. Qu'est-ce qu'on nous dit, justement ? Les femmes ne demandent pas assez. Oui, alors ça, Voilà. c'est vrai aussi. Voilà. C'est tout à fait vrai. Là, j'ai fait l'édito d'une étude sur ce sujet qui sortira bientôt. En fait, les femmes demandent moins, elles demandent moins de prêts à leur banque. Ça, c'est étonnant. Elles ne demandent pas. Et elles sont moins ambitieuses sur le périmètre de leur entreprise. C'est-à-dire qu'elles veulent parfois construire une petite entreprise, on va dire locale, sans se dire que finalement, elles ont les moyens de créer une entreprise internationale. Donc ça, c'est un vrai sujet de confiance et de formation aussi. Iris Knobloch, souvent, on a pu faire le reproche, alors à tort ou à raison, de ne pas voir assez de films réalisés par des femmes qui sont présentées dans des festivals comme le vôtre ou d'autres, il y en a des grands autres festivals européens, ou même récompensées dans des cérémonies, César, Oscar, etc. Est-ce que là aussi, il ne faut pas trouver un semblant, un début de réponse sur le fait que les femmes ne demandent pas assez pour produire des films ? Les sélections du festival sont vraiment une photographie de nombre de films qui est soumis. Et c'est clair qu'il y a moins de films de femmes qui sont produits. Et nous avons fait une étude pour comprendre d'où ça vient, cette faute au début de la chaîne. Et c'est assez évident que les femmes ont plus de mal de lever le financement pour leurs films. Et c'est très important de faire des initiatives pour créer la confiance côté investisseur, mais aussi vraiment soutenir et donner encore plus de visibilité aux femmes. Mais en même temps, c'est assez encourageant si on regarde ce Festival de Cannes de cette année. La relève est au rendez-vous. Et dans la section qui s'appelle la CINEF, ce sont les films qui sortent de l'école. 59% de films soumis venaient de femmes. Alors, ce qui est vraiment important, c'est vraiment travailler sur ce pipeline de femmes dans les entreprises, dans les arts créatifs, parce que c'est eux qui vont graduellement changer la perception des femmes dans le métier et aussi l'accessibilité pour les femmes. Et Emmanuel, Pierre, pourquoi, à votre avis, donc, il n'y a pas encore assez de femmes qui créent leur entreprise, même si le nombre est en progression, bien entendu? Quels sont encore, à votre avis, les points de blocage? Pierre Ferracci. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de différence entre leur place dans le management des entreprises existantes et leur place dans la création d'entreprises. Mais il y a plein de facteurs qui jouent. Il y en a un qu'on oublie souvent, c'est que dans le management, il y a souvent des fonctions, des études scientifiques qui sont utiles pour développer des capacités managériales. Et la place des femmes, des jeunes filles dans les formations scientifiques dans notre pays est trop faible aujourd'hui. Alors ça, c'est un problème qui relève de l'éducation nationale. Moi, que j'avais regardé il y a quelque temps quand j'animais un comité qui s'occupait des relations entreprises-éducation. Il y a des voies de garage pour les jeunes filles et puis il y a des voies, je ne dis pas d'excellence, parce qu'il y a d'autres voies d'excellence, en tout cas des voies scientifiques qui leur sont fermées. Alors ça peut renvoyer au rôle de l'éducation, ça peut renvoyer là aussi un problème de confiance. Faire des maths, ça a toujours l'air plus difficile que faire de la littérature ou d'autres sciences humaines, mais ça fait partie aussi des facteurs qu'il faut traiter si on veut voir demain plus de femmes dans le management et dans la création d'entreprises. Bon, deuxième élément, on y revient toujours, je pense que créer une entreprise, c'est être disponible très très lourdement pendant un temps au moins pour faire décoller l'entreprise. Et là, le rapport entre vie privée et vie professionnelle, il faut trouver quelques solutions. Alors, il y a des solutions, ce qu'Emmanuel évoquait pour le congé parental, ça existe dans les pays du Nord, hein, cette équité parfaite qui permet de mieux répartir les tâches, mais il y en a plein d'autres qui vont être traitées aussi, sur lesquelles les entreprises peuvent peser. Je pense que les entreprises ne se rendent pas compte que de temps en temps, elles ont quand même une image plutôt favorable aujourd'hui par rapport à d'autres structures quand on fait des sondages. L'entreprise est un lieu avec des difficultés, mais où on vit plutôt bien, où les citoyens se sentent bien, elles peuvent peser davantage sur les choix de société qui sont faits.
en faisant en sorte que certaines exigences qui relèvent de leur compétitivité, de leur développement, de leur performance économique, soient mieux prises en compte par la vie privée. Et la vie privée, ce n'est pas l'affaire d'un individu, d'une personne ou d'un couple. C'est aussi l'affaire de l'ensemble de la société que de la facilité. Il y a peut-être un enjeu pour le MEDEF là qui est à traiter dans les années à venir. Alors après, je rebondis sur ce qu'Emmanuel disait sur la conditionnalité des aides. Bon, moi je suis plutôt pour des aides conditionnelles, hein, mais de façon nuancée. Il y a une étude récemment je crois que c'était Rexecode, qui a fait une analyse assez pointue des aides qui étaient fournies aux entreprises, de leur utilité, de leur efficacité. Et à partir de là, le débat sur la conditionnalité, il peut être mené à bien. Pourquoi pas réfléchir à des choses de ce type? Je ne suis pas sûr que le secteur privé et les banques se lancent tout à fait dans des dispositifs qui renoncent à prêter quand la place des femmes n'est pas suffisante dans l'entreprise. Mais il y a peut-être une réflexion à avoir là-dessus. Après tous les organismes Toutes les pistes sont prêteurs... bonnes à suivre et étudier, bien Oui, sûr. mais après tous les organismes prêteurs aujourd'hui, Emmanuel a peut-être raison, se préoccupent de développement durable, oui. d'investissement responsable, Question d'image d'économie aussi, verte. bien sûr. Voilà, donc il faut peut-être trouver un équilibre et placer le sujet des femmes au niveau qu'il mérite et qui doit être le sien. Et Emmanuel, qu'est-ce qui manque également aux femmes pour créer davantage d'entreprises? C'est quoi? C'est l'entraide, c'est la force du réseau. J'ai été étonné, on parlait des banques tout à l'heure, et à plusieurs reprises, j'ai croisé des responsables de BNP Paribas, justement, qui ont lancé une sorte de think tank interne, justement, pour permettre aux femmes d'échanger entre femmes, justement, sur leurs difficultés, sur leurs heures et malheurs en matière de création d'entreprise. Il faut davantage se parler, s'entraider. Oui, je pense que ça, c'est un élément important et Iris l'a mentionné au tout début de ce débat-là. C'est vrai qu'il y a un écart souvent entre les réseaux des femmes et des hommes, donc il faut plus s'entraider. Après, dans des réseaux mixtes, moi, je crois beaucoup à la mixité. Je crois que ce qui fait la richesse, c'est la mixité, qu'on soit un homme ou une femme, et j'aime pas trop les réseaux que masculins que féminins. Je pense que c'est la mixité qui fait la richesse. Donc oui, il y a la force des réseaux, et il y a d'autres éléments, comme ça a été évoqué. Je pense qu'encore une fois, cette notion de confiance, ça vient dès l'éducation. J'ai lu une autre étude intéressante qui montrait qu'en fait, pour des bulletins scolaires exactement identiques, en changeant le nom, en mettant le prénom d'une fille ou d'un garçon, il n'y avait pas la même orientation. Il y avait un biais, la fille vers les littéraires et le garçon vers les mathématiques. Donc je pense qu'il faut aussi lutter contre ces biais-là dès l'éducation, mais même si je dis ça, je pense encore une fois que les entreprises, et notamment les dirigeants que nous sommes, doivent agir et ont un rôle important pour faire progresser tout ça. Et vous rappeliez tout à l'heure, Emmanuel, que vous recrutez une centaine de profils parce que vous accélérez, vous, le PMU, sur la voie du digital. Et c'est votre combat depuis que vous êtes arrivé donc, à la tête de l'entreprise. Seulement 20% de candidates. Qu'est-ce qui fait que certains secteurs sont réticents justement à accueillir, abriter des femmes? Qu'est-ce qui fait que dans l'industrie, on n'a que 25 à 28% de femmes dans l'industrie? Enfin, c'est un super secteur, c'est beau l'industrie. Oui, mais là, encore une fois, c'est ce qu'on a évoqué. Je pense que, il y a un biais, et deux, il faut qu'on montre, les entreprises, des signes de confiance qui montrent qu'en étant une femme, on peut évoluer dans ce type d'entreprise et qu'on peut réussir tout autant qu'un homme. Donc, je pense que c'est des signes positifs à montrer pour que les femmes viennent davantage sur ces secteurs-là. Vous évoquiez le leadership au féminin tout à l'heure, Emmanuel Malcaz-Doublet. Qu'est-ce qui recouvre? Comment on caractérise un leadership au féminin? S'il y en a, mais vous l'avez évoqué spontanément. Alors, leadership au féminin, c'était plus pour accompagner les femmes. Moi, pour le coup, je pense que quand on dirige une boîte, on a les mêmes objectifs, qu'on soit un homme ou une femme. On le fait avec ses convictions. Moi, j'ai un mandat, je remplis mon mandat, je cherche la profitabilité, la croissance, comme tout homme ou femme pourrait le faire. Alors oui, j'ai des sensibilités un peu différentes, notamment sur les sujets hommes-femmes. Mais pour le coup, moi, je crois vraiment, encore une fois, que c'est la mixité et qu'un homme ou une femme ont les mêmes objectifs en termes de croissance et de profitabilité pour l'entreprise. Pierre Ferracci, qui observe, qui conseille, mais qui observe aussi ce qui se passe dans les entreprises, les petites, les grandes, qui accompagne des responsables syndicaux comme des dirigeants d'entreprise. Il y a un leadership au féminin ou pas? Moi, je crois qu'il y en a un, oui. Je pense que manager, c'est souvent articuler fermeté dans la conduite d'une entreprise et bienveillance dans la gestion du collectif et du collectif des salariés. Je trouve que les femmes ont bien souvent un petit avantage sur les hommes pour trouver cet équilibre entre la bienveillance et la fermeté. Mais après, je suis plutôt dans la logique qu'évoque Emmanuel, où je crois que les qualités se ressemblent pour faire ce job-là. Il y a peut-être
un enjeu que la société française traite mal, et d'ailleurs ça nous renvoie aussi au problème de l'immigration et de la gestion de l'immigration sur le plan économique. Il y avait une étude qui était évoquée par Philippe Aguillon dans une autre table ronde à quelques pas d'ici, qui disait que les sociétés les plus diversifiées, les plus enclines à mélanger à la fois de l'immigration sur le plan économique, mais en même temps des hommes et des femmes, étaient aussi les plus créatives. Et ici, c'était d'ailleurs le cas des États-Unis. Et moi, je crois que quand on se passe des compétences de la moitié de la planète sur des enjeux stratégiques, et le management d'une entreprise est un enjeu stratégique, ben, on perd un petit peu en créativité, en innovation, parce qu'il n'y a pas de raison que cette partie-là de l'humanité n'ait pas aussi ces qualités-là chevillées au corps. Donc il faut simplement avancer, et à partir de là, dépasser un petit peu cette idée, mais les qualités principales des femmes, c'est quoi? Les qualités principales des hommes, c'est quoi? Même si j'étais le premier à dire que de temps en temps, je les trouvais plus à même d'articuler les deux qualités que j'ai évoquées tout à l'heure. Je crois qu'il faut créer les conditions d'une place plus grande, et ça passe encore une fois par des mouvements législatifs, mais moi je ne suis pas très tourné vers ça quand on peut avancer par la responsabilité des individus, la responsabilité des organisations, la responsabilité des entreprises. Si on peut se passer de la loi, si on peut se passer de l'index, si on peut se passer des quotas, il faut le faire. Toujours mieux. Malheureusement, on n'en est pas là. Alors, et c'est pour ça que je pense que pour commencer à répondre à la question qui était posée pour cette table ronde, c'est pas 300 ans qu'il faudra garder le 8 mars. La réponse dans quelques minutes. Voilà, c'est un peu plus... D'abord, même si on y arrive dans 300 ans, il faudra garder une journée pour sacraliser tout ça. Après tout, il y a bien des jours fériés qui fêtent la fin d'une guerre mondiale. On pourra garder très longtemps le 8 mars pour fêter le fait qu'on a transformé les faits et que l'équité et l'égalité est bien réalisée. En attendant, c'est vrai, Céline Masse voit la tête d'ONU Femmes. Quand on voit tous les combats qui sont menés aujourd'hui dans le monde, tous les enjeux de transformation, quand on parle de climat, quand on parle de digital, quand on parle de vaccins, quand on parle de RSE également, les femmes peuvent-elles être les leaders de ces changements, ou en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas les mettre de côté, surtout pas. Bah, évidemment, parce que je suis très sensible à ce que disait l'homme du panel, Pierre. L'innovation, ça vient de cette diversité, ça a été prouvé. Et c'est ça qui est... La directrice exécutive d'ONU Femmes Monde dit souvent, c'est fou, ça fait 50 ans, 60 ans qu'on documente le sujet, que les meilleurs chercheurs se sont penchés sur la question, et pourtant ça résiste. Ça résiste. Les données existent, l'innovation, elle vient de cette diversité de regards. Et oui, sur tous les sujets de demain, j'en parlais avec Jean-Laurent Bonafé il y a quelques temps, la place des femmes, qu'elles soient clientes, partie prenante, elle est fondamentale. Et comme vous le disiez très bien, Pierre, je vous rejoins totalement, les laisser de côté, c'est s'auto-saboter, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a un devoir moral, mais aussi on a un devoir de pragmatisme économique, d'efficacité. Parce que vous pensez qu'il y a une approche différente des femmes dont on a besoin quand on parle de ville du futur, d'intelligence artificielle, de cyber, par exemple. Il y a un autre regard, il y a un certain pragmatisme, justement. Il y a surtout des biais genrés, comme on dit. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait que dans les développeurs, ce sujet est d'ailleurs adressé par les GAFA, etc. C'est souvent des hommes les algorithmes qui sont conçus par des hommes blancs pour des hommes blancs vaguement. Enfin, c'est à peu près ça. Alors, oui, on peut le dire ainsi rapidement. Il y a le sujet de la santé. Par exemple, dans le Covid, au départ, les masques étaient pensés pour des visages d'hommes. Il y a aussi des études là-dessus de chercheurs sur le fait qu'il faut penser les produits pour l'ensemble de la société aussi. Et je voulais insister sur un point en disant, nous, à ONU Femmes, on a des programmes de terrain humanitaires. Donc on est dans toutes les régions du monde les plus reculées. Et les femmes qui créent des entreprises sur place, elles ne vous disent pas « I want charity ». La phrase qu'elles disent le plus souvent, c'est « I want business ». L'entreprise et le fait d'être inclus, ça donne de la dignité. Donc il y a une force morale derrière, mais il y a aussi, encore une fois, l'envie de réussir sa vie. L'entreprise, comme le disait tout à l'heure Emmanuel Malcaz-Doublet, a un rôle à jouer fondamental. L'égalité, elle va passer par l'entreprise. Iris Knobloch. Moi, je suis convaincue, je suis généralement contre la législation. Moi, je crois que c'est l'entreprise qui doit prendre la responsabilité. Et je crois que ça peut passer par des moyens comme la rémunération, qui est une forme d'autorégulation interne, mais aussi vraiment une mindset qui est là. Et moi, je crois beaucoup dans le mentoring et d'accompagner la jeune génération pour monter et leur donner les clés. Et
Et je trouve aussi aujourd'hui, malheureusement, on manque un peu la notion de la sororité. Il y a beaucoup de fraternité et je trouve et j'espère pour la nouvelle génération qu'il y aura plus l'esprit de s'entraider que je l'ai vécu dans ma carrière. Pierre Ferracci, ce qui se passe dans l'entreprise aura des, en matière d'égalité bien sûr, hein, aura des, et de respect également, aura des conséquences sur la société? Oh, ben bien sûr. On passe trop de temps dans l'entreprise déjà et puis c'est quand même un enjeu économique fondamental. Mais moi je pense vraiment au fait que l'entreprise a un pouvoir d'entraînement qui est la plupart du temps sous-estimé par les chefs d'entreprise eux-mêmes. Il y a des exemples à donner sur ce terrain-là qui peuvent faire demain réfléchir la société dans son ensemble. Vous savez, dans les exemples qu'on cite, moi je l'entendais ce matin, je n'avais pas du tout réalisé ça, dans les matières scientifiques, sur les prix Nobel, je crois qu'il y a 150 hommes et 3 femmes. Bon, c'est tout juste, c'est là que je dis on perd de la créativité, on perd de la matière, on perd de la performance économique, on perd de la richesse tout simplement en laissant de côté cette capacité-là. Bon, si l'entreprise peut donner le message qu'elle donne dans bien des endroits, hein, encore une fois, même si ça reste marginal en termes de nombre, si elle peut donner cet exemple qu'il n'y a pas à opposer les sexes dans les tâches les plus ingrates, les plus difficiles, les plus passionnantes aussi qui sont dans le management de l'entreprise, ben la société suivra. Ça, j'en suis tout à fait persuadé. L'observateur de la scène sociale que vous êtes également, le fait qu'il y ait Madame Sophie Binet, Madame Marie-Lise Léon, l'une arrivée à la tête de la CGT, c'est une première, l'une arrivée à la tête de la CFDT, c'est pas une première, mais enfin en tout cas voilà, c'est l'une des deux grosses organisations syndicales. Ça peut changer quelque chose? Ça peut améliorer? Qu'est-ce que ça peut changer? Enfin, ou rien, peut-être, je ne sais pas. Bah, c'est une très bonne chose quand même. Moi, le groupe Alpha fêtait son 40e anniversaire le 19 janvier, et puis il a été obligé de décaler au 19 septembre. Le 19 janvier, on avait 7 dirigeants syndicaux et 3 dirigeants patronaux. Il n'y avait que des hommes. Ouais. Bon, là, il y aura au moins 2 femmes. Ouais. Non, mais bien sûr que ça va changer les choses. Peut-être pour une organisation plus que pour une autre, puisque c'est une première pour la CGT. Mais il était temps que ça arrive. Je veux dire, il faut se dire, dans ces cas-là, il ne faut pas se satisfaire de façon un peu béate. Il faut dire, il est temps que ça s'accélère, quoi, parce que c'est trop lent, et c'est tant mieux. Et j'espère que des fédérations sportives, des entreprises donneront demain beaucoup plus d'exemples de ce type. Il nous reste 5 minutes justement pour répondre à la question, est-ce qu'on aura toujours besoin d'un 8 mars? Voilà le jour où on va supprimer ou pas le 8 mars. Ça avance. Pas suffisamment, mais est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle ère? Emmanuel Malcaz-Doublet, ce 8 mars, ça sera un mauvais souvenir un jour ou pas? L'objectif, je pense qu'il est très clair. C'est le jour où on aura l'égalité à la maison comme au travail, le jour où il n'y aura plus d'inégalité de salaire et le jour où les femmes auront confiance en elles. Donc oui, moi je suis optimiste sur le fait qu'il n'y aura plus de 8 mars, mais la vraie question, encore une fois, c'est comment et quand. Et je pense que notre devoir à tous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ça arrive le plus rapidement possible et qu'on tienne nos promesses. C'est vraiment ça le sujet, c'est le comment et le quand, et pas tellement s'il aura toujours lieu. Céline Masse, le 8 mars, justement. Vous êtes optimiste qu'un jour, on oublie ce 8 mars ou qu'on en fasse autre chose? Je ne sais pas. Je dois être optimiste compte tenu de tout ce que je vois. Mais en revanche, je partage, le 8 mars, ça doit être une journée qui devient banale en fait. L'égalité, ça fait partie de la vie. Et c'est ça qu'on souhaite vraiment en s'engageant. Bon, Iris Knobloch, un jour il n'y aura plus du mars? Moi, je suis aussi optimiste, mais je crois que ça va durer très longtemps. Et on s'avance à petits pas et il faut surtout faire attention de ne pas reculer. Oui, mais à petits pas, c'est quoi l'échéance? En décennies? En siècles? Non. Selon l'ONU, c'est 300 ans au rythme actuel. Donc il va falloir accélérer grandement quand même. Il faut accélérer, c'est mon point justement. Pierre Ferracci? Le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont à notre main, il y en a d'autres qui renvoient à des régimes politiques, qui renvoient à des religions aussi. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Et ça va prendre beaucoup de temps. C'est pour ça que moi je dis, il ne faut pas que ce soit 300 ans, hein. Il faut que ça soit plus rapide. Mais après, il faudrait garder le 8 mars, parce que, encore une fois, je disais tout à l'heure, on fête la fin d'une guerre, durablement, quelques décennies plus tard. Si on arrive à établir cette égalité, il faudra le fêter ad vitam aeternam et garder ce jour comme un moment de fête qui montrera que finalement on y est parvenu, même au prix de beaucoup de difficultés. Mais ça prendra du temps.
Ça prendra du temps. Je suis plutôt d'un tempérament optimiste, mais ça Bien. prendra du temps. On a En beaucoup parlé. Afghanistan, on n'a pas les clés, quoi. Et les retours en arrière de ce type, il peut y en avoir d'autres. Et il y en a d'autres en ce moment. S'il avait fallu que je parle dans le football de l'avancée de temps en temps du communautarisme, j'aurais pu en parler. Voilà. Ça arrive aussi que quand on joue la mixité dans un club de football, on se heurte aussi à des réactions de ce type. Et ça existe dans les clubs Et professionnels. dans ce cas-là, il faut être ferme. Dans les clubs amateurs. Il faut être très ferme, mais il faut Un peu comme l'a décidé le ministre de l'Éducation nationale en disant Ouais. la baya c'est fini dans les écoles. Voilà, c'est Ouais, une mais il première. faut être très ferme, garder Ouais. le cap, quitte de temps en temps à perdre un petit peu de la performance. On a beaucoup parlé de femmes dans l'économie. Est-ce que juste un petit mot, vous avez un modèle de femmes dans l'économie ou ailleurs justement qui vous inspire? Céline Masse? Oui, moi, c'est l'ancienne directrice exécutive d'ONU Femmes, Pumzile Mlambo-Ngcuka, ancienne vice-présidente d'Afrique du Sud qui a bossé avec Mandela. C'est une des personnes les plus humbles et les plus puissantes que je connaisse. Et elle sait partager le pouvoir. Et pour moi, c'est la marque des grands leaders. Iris Knobloch? Moi, j'admire toutes ces femmes qui ont cassé des plafonds verts, si c'est Angela Merkel ou si c'est Jane Campion qui a eu la première palme d'or. Ce sont eux qui ont vraiment percé le premier La leçon de chemin credo. pour nous. Ouais. Pierre Ferracci? Simone Veil, pour le courage et pour avoir fait sauter un plafond de verre. Bien sûr. Très Normal. important celui-là. Le mot de la fin, ça sera Emmanuelle Malcas-Doublé, la directrice générale du PMU. Je vais réagir sur la dernière question et dire que c'est très important qu'il y ait des femmes dirigeantes et des modèles, mais je pense que le combat, c'est pas seulement pour 1% de la population française, c'est pour 50% de la population active et pour 100% des entreprises. Voilà, le mot de la fin. On applaudit très très fort Emmanuelle Malcas-Doublé, la directrice générale du PMU, Pierre Ferracci à la tête du groupe Alpha, toujours à la tête, mais bon, il vous l'a dit, l'an prochain, il y aura une dame, Madame Sobla, à la tête du groupe Alpha. Merci Iris Knobloch, on a hâte de suivre l'édition 2024 du Festival de Cannes et puis continuez votre combat. Céline Masse à la tête d'ONU Femmes, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, je vous laisse dans les mains expertes de Nicolas Rossignol et puis ensuite de Christophe Jacubizine. Mon cher Nicolas.